Avant de commencer cette exploration approfondie, veuillez noter qu'il s'agit d'une discussion générée par intelligence artificielle. Elle est basée sur la transcription originale en allemande de l'édition 215 de la communauté Mister Futsal. Bonne écoute. Bonjour. Et oui, on a un programme très chargé aujourd'hui pour décortiquer toutes ces sources. Ouais, carrément. Et pour lancer le sujet, je dirais que le futsal en Allemagne, c'est exactement comme ce groupe de musique indépendant ultra brillant. Le fameux groupe dont tout le monde parle dans les cercles d'initiés, c'est ça? Bah oui, exactement. On parle de ce groupe qui remplit des petites salles totalement suffocantes avec des fans inconditionnels qui déploient une énergie brute, une technique incroyable. Mais que les grandes maisons de disques refusent obstinément de passer à la radio. C'est exactement ça. Tout simplement sous prétexte, ça rentre pas dans les cases habituelles. Et c'est tout le cœur de notre exploration aujourd'hui. On a compilé vraiment une montagne de sources. Oui, on a des articles spécialisés, on a fouillé dans les rapports financiers des clubs et surtout, on a épluché les échanges riches et franchement sans aucun filtre de l'édition 215 de Mister Futsal. C'est clair qu'ils n'y vont pas par quatre chemins. Et notre mission, c'est de décrypter ce qui ressemble vraiment à une guerre d'usure. Une guerre d'usure, le terme est bien choisi. On va essayer de comprendre comment un sport qui est mondialement reconnu pour sa virtuosité tactique, son impact social, comment il lutte au quotidien pour exister en Allemagne face à des obstacles bureaucratiques majeurs. Parce que d'un côté, on a la passion pure du terrain, et de l'autre, on a le mur de l'institution. Une tension systémique, tout simplement. L'état actuel du futsal, on ne peut pas le comprendre sans observer le fossé, qui s'élargit d'ailleurs, entre les instances fêtières, comme le DFB, la fédération allemande, et les acteurs régionaux. Les acteurs régionaux qui portent littéralement le sport à bout de bras, quoi. Exactement. Le contraste est tellement saisissant entre le potentiel du sport, qui brille partout à l'international, et une gestion locale qui semble presque conçue pour freiner son expansion. Volontairement ou non, d'ailleurs. Ouais, volontairement ou non, le résultat est le même. Bon, alors plongeons directement dans le vif du sujet avec notre premier gros point de friction. Ah, la question de la diffusion. Voilà. Les sources mettent en avant une décision récente du DFB qui est, disons, très révélatrice. Ils ont choisi de diffuser les matchs de l'équipe nationale sur leur propre plateforme, DFB TV. Jusque-là, ça paraît être une bonne idée. Sur le papier, oui, mais ils l'ont mis derrière un mur payant. On parle de 5,99 € par mois. À moins d'avoir déjà un abonnement qui coûte une fortune chez DAZN ou Magenta, oui. Alors attends, je vais me faire l'avocate du diable une petite seconde. Je t'en prie. Stratégiquement parlant, le modèle du sport gratuit à la télé, c'est quasiment mort aujourd'hui, non? Mettre un sport derrière un paywall, est-ce que c'est pas au final la seule vraie façon de le monétiser, de lui donner une valeur marchande? Dans une logique purement comptable, l'argument s'entend tout à fait. Mais dans la réalité du développement d'un sport de niche, c'est, comment dire, une forme de gentrification sportive prématurée. Gentrification prématurée, ouais. C'est-à-dire? C'est comme si l'institution essayait de vendre des tickets VIP pour un quartier où les routes sont même pas encore construites, quoi. Ah ouais, je vois très bien l'image. Le mécanisme est totalement défaillant. Le DFB investit massivement des fonds dans une toute petite poignée de joueurs pour l'équipe nationale, En espérant, quoi. que les abonnés de DAZN tombent sur un match un mardi soir par hasard. C'est ça. Mais en faisant ça, on coupe totalement l'accès à l'oxygène. Les jeunes, les joueurs amateurs, les simples curieux, ils peuvent pas se permettre ce supplément. Et donc, quel est le résultat de cette stratégie? Une courbe ascendante artificielle pour une élite microscopique et un assèchement complet de l'audience globale. C'est une expérience sociale d'isolement, littéralement. Et c'est d'autant plus flagrant quand on lit les rapports qui nous viennent d'Amérique du Sud, dans nos notes. Là-bas, le futsal, c'est pas un marché de niche qu'on cache derrière un abonnement. Ah non, pas du tout. Lors de la Copa Libertadores, on voit des institutions énormes, genre Boca Juniors ou River Plate. Ouais, qui joue dans des salles pleines à craquer. Exactement. Des arènes qui ressemblent à des versions miniatures et complètement survoltées de la Bombonera. Le futsal, c'est carrément le langage maternel du football sud-américain. D'ailleurs, le joueur professionnel Mateusz Kuna le soulignait récemment. Oui, il a dit que sans le futsal, sa technique sur grand terrain n'existerait tout simplement pas. Là-bas, le sport est intégré à la culture globale. C'est pas une option premium isolée. Et cette notion d'intégration, ça nous amène à un autre point soulevé par les sources qui est très révélateur. Et là, ça touche à l'inclusion sociale. Ah oui, le dossier du futsal pour les personnes sourdes. Voilà, le DFB maintient une séparation stricte et totale entre le futsal classique et le football pour les sourds. Alors que si on regarde des fédérations plus progressistes, en Espagne ou en Belgique par exemple,
Ces disciplines sont totalement absorbées par l'organe principal. Tout à fait. Et l'explication qu'on entend souvent en Allemagne, elle est d'ordre historique. En gros, l'association des sourds existait bien avant que le DFB ne s'intéresse au futsal. Surtout quand l'inclusion est le maître mot de toutes les campagnes marketing. Exactement. Alors, qu'est-ce qui bloque? C'est une pure question de silo budgétaire et d'inertie administrative. Absorber une association indépendante, ça veut dire fusionner des budgets, redéfinir la hiérarchie. Et payer les factures. Absolument. Assumer les coûts de déplacement, les infrastructures, le personnel médical spécifique. Les grandes institutions, elles détestent la complexité administrative quand ça rapporte pas immédiatement en termes d'image ou d'argent. Donc, on garde poliment le statu quo pour pas froisser l'organigramme financier. C'est exactement ça. Et cette inertie, cette fameuse bureaucratie, elle reste pas juste dans les bureaux, elle descend sur le terrain et elle finit par faire s'effondrer des piliers du sport. Tu penses au SGF, j'imagine? Évidemment. Hambourg, un nom absolument massif dans le sport allemand, ils ont officiellement décidé de retirer leur équipe de la Bundesliga de futsal pour retourner végéter en Ligue régionale. La régionale Liga Nord. Ce qui veut dire que tout le nord de l'Allemagne est maintenant un désert au plus haut niveau. C'est fou. Les articles locaux, notamment de la chaîne NDR, avançaient des coûts insoutenables. On parle de 100 000 euros annuels pour justifier le retrait. Et c'est là qu'il faut vraiment décortiquer les chiffres. 100 000 euros, c'est le chiffre jeté en pâture à la presse. Mais la réalité est différente. Ah oui. L'analyse des coûts réels de la Ligue montre tout autre chose. Si on enlève la rémunération des joueurs, parce que, rappelons-le, on peut tout à fait jouer en Bundesliga de futsal avec un statut purement amateur. Oui, on n'est pas obligé de les payer comme des pros. Exactement. Donc si on regarde les frais fixes, les indemnités d'arbitrage, les longs déplacements en bus, la location des gymnases, on tourne plutôt autour de 30 à 40 000 euros par saison. Attends, 40 000 euros? Ouais, à peine. Mais pour une entité gigantesque comme le HSV, dont le budget global se compte en dizaines de millions d'euros, c'est même pas l'erreur d'arrondi sur le transfert d'un joueur moyen. C'est rien du tout pour eux. Alors pourquoi couper les ponts pour une somme aussi dérisoire à leur échelle? Parce que la section futsal est gérée comme une entité complètement isolée, perdue au fin fond de la comptabilité du club omnisport. Et le manager de la section, il blâme qui? Il pointe du doigt le manque de subvention du DFB, ce qui, attention, est en partie vrai. Oui, l'institution n'aide pas. Mais la vraie défaillance, elle est interne. Le HSV, c'est une machine médiatique redoutable. Ils ont des millions d'abonnés, des fans fervents, un stade gigantesque. Et ils s'en sont servis pour le futsal? Jamais. Ils n'ont fait absolument aucun effort de fertilisation croisée. Lors des matchs cruciaux pour le maintien en futsal, il y avait à peine 100 personnes dans les gradins. 100 personnes pour le HSV? Ouais. Pas un tweet du compte principal, aucune annonce à la mi-temps d'un match sur grand terrain. Ils ont laissé la section mourir de faim au niveau de la tension. Pour ensuite venir se plaindre que la billetterie couvre pas les frais de bus. C'est ce qu'on appelle un suicide promotionnel pur et simple. Totalement. Mais le club n'est pas le seul responsable. Les sources pointent aussi un échec systémique des fédérations régionales. Celles qui sont censées faire le relais sur le terrain. Voilà. Et l'exemple de la fédération de Sud-Baden est édifiant. Le club de l'Orrak United obtient une montée historique en Ligue régionale. C'est un bel accomplissement. Et la réaction de l'instance locale? Un silence radio absolu, zéro communiqué, aucune mise en avant sur les réseaux sociaux. Mais c'est fou ça. C'est symptomatique, ouais. Les fédérations locales agissent comme des administrateurs des années 80. Ils gèrent des calendriers au lieu de promouvoir le sport. Et quand l'organe officiel ignore une promotion, le message envoyé aux sponsors locaux est catastrophique. Ça dit en gros, ce sport ne compte pas. Exactement, c'est un cercle vicieux qui étrangle les initiatives locales. Et pourtant, et c'est là que notre analyse devient fascinante, quand le sommet de la pyramide démissionne comme ça, on s'attend à ce que la base s'effondre. Eh bien, c'est l'inverse qui se produit. Exactement. Les sources montrent que l'impact social organique du futsal est d'une résilience spectaculaire. Loin des caméras, il se passe des choses incroyables. Comme le programme de Fabien Landman. Oui, le projet Coup d'envoi pour une nouvelle vie, piloté avec la fondation Seper Berger, c'est bluffant. Ils utilisent exclusivement le futsal pour la resocialisation de jeunes en milieu carcéral. Et attention, le choix du futsal pour ça, c'est pas du tout un hasard logistique. C'est pas juste parce que c'est plus facile de trouver un petit gymnase dans une prison. Non, la mécanique même du sport en fait un outil clinique de réinsertion. Sur un grand terrain à 11, un joueur il peut se cacher. Il peut marcher, éviter le ballon, faire semblant. Ou blâmer la pelouse et le vent.
Exactement. Mais le futsal, ça punit l'ego instantanément. L'espace confiné, la vitesse, ça rend la responsabilité individuelle immédiate et indiscutable. Si tu fais pas ton repli défensif, ton équipe encaisse un but dans les 3 secondes. Voilà. Et ça force ces jeunes détenus à une introspection brutale. Ils doivent maîtriser leur frustration et surtout communiquer sans violence sous une pression extrême. C'est presque une thérapie de groupe accélérée par le ballon, quoi. C'est exactement ça. Et cette dimension humaine, elle attire des acteurs que les institutions officielles n'arrivent pas à capter. Regarde le partenariat avec l'école de futsal d'Augsbourg menée par Ali Rehab. Oui, avec le club espagnol El Pozo Murcia et l'équipementier Joma. Ce n'est pas du sponsoring classique, ça, si? Pas du tout. Joma, ils ne payent pas pour coller leur logo sur un maillot diffusé à la télé, vu qu'il n'y a pas de télé. Alors ils cherchent quoi? Ils investissent dans l'infrastructure de base. C'est un vrai changement de paradigme. La marque devient un investisseur culturel. Ils contournent les instances officielles, en fait. Ouais, pour financer des camps d'entraînement, du matériel, des échanges. Ils ont compris que la culture du sport, ça pousse par le bas. Au lieu de chercher du retour sur investissement immédiat sur un marché allemand qui est sclérosé, ils préparent les 10 prochaines années. Un pari sur le long terme, tout l'inverse des fédérations. Alors, quand cette culture brute, ces initiatives locaux rejoignent l'aspect purement sportif sur le parquet, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des playoffs de Bundesliga captivants. Absolument. Les rapports montrent un sport où la tactique pure règne en maître. Prenons le match entre Hot 05 et Lidria. Score final 6-0 pour Hot 05. Sur le papier, on dirait une boucherie. Totalement. Mais le récit du match, c'est autre chose. On y décrit la performance surnaturelle du gardien de Lidria, Johnny Guedé. Oui, on le décrit même comme un mélange de Kahn, Neuer et Buffon. Il a maintenu son équipe à flot à lui tout seul pendant très longtemps. Mais ça n'a pas suffi. Non, parce que le futsal, c'est un système thermodynamique. L'énergie individuelle finit toujours par craquer face à une structure collective supérieure. Ce qui nous amène au match entre Blumenstadt et Young Boys Balkan. L'exemple parfait. Blumenstadt a complètement détruit le système défensif de Balkan, Et comment ils ont fait ça? en utilisant le gardien volant de manière clinique. Ah, arrêtons-nous là-dessus parce que c'est super intéressant. Beaucoup de gens considèrent le gardien volant comme l'équivalent d'un Ave Maria au fut américain. Oui, le truc du désespoir. Voilà, on sort le gardien, on met un mec avec une chasuble différente et on espère créer un cafouillage dans les dernières minutes. Sauf qu'au plus haut niveau, c'est tout sauf du chaos. C'est une opération mathématique hyper rigoureuse. C'est-à-dire? L'utilisation qu'en a faite Blumenstadt, ça prouve que Balkan n'avait absolument pas bossé ses rotations défensives en infériorité numérique. Donc en sortant le gardien pour l'intégrer au jeu, Blumenstadt a créé un 5 contre 4 permanent. Le mécanisme est implacable. Si l'équipe qui a la balle fait tourner assez vite, il y aura obligatoirement un défenseur en retard sur la rotation à un moment donné. C'est géométrique. Ils n'ont pas paniqué, ils ont étiré les lignes jusqu'à ce que la faille apparaisse. C'est la victoire de la préparation tactique sur l'improvisation totale. Et cette efficacité chirurgicale, on l'a aussi vu dans le match hyper tendu entre le PFC Mulheim et le KSC, le Karlsruher SC. Score final 7-4. Un match d'ailleurs autoproduit par Mulheim. Oui, avec une ambiance de chaudron. Mais alors le drame a frappé dès la toute première minute. Ah oui, la blessure. Le gardien titulaire du KSC, Berkay Aslan, se luxe la rotule sur une action anodine. Son genou sort littéralement de son axe. C'est terrible. Le jeu s'arrête et un gardien inexpérimenté, Cardo, est forcé d'entrer sans aucun échauffement. Pour tester le nouveau gardien. Voilà. Mais Mulheim a fait tout l'inverse. Menés par des cerveaux tactiques comme Paul Schutt et Paul Renberg, ils ont resserré leur pressing. Ils n'ont pas attaqué le gardien directement alors? Non, ils ont attaqué les lignes de passe autour de lui. Ils savaient pertinemment que sa relance sous pression allait flancher. Ils ont juste attendu que le KSC se déséquilibre tout seul. Ce sang-froid, c'est la marque des grandes équipes. Mais ce match, ça a aussi été le théâtre d'une controverse qui nous ramène à notre problème de base, la rigidité institutionnelle. Tu parles de l'arbitrage. Oui, le carton rouge direct distribué à Mertekus du KSC. Le joueur était sur le banc, il agissait comme entraîneur ce jour-là. Le ballon roule doucement vers le banc et il le bloque de la main par réflexe. Et bam, rouge direct, expulsion. C'est l'illustration parfaite d'un règlement appliqué sans la moindre once de psychologie ou de contexte. Pourquoi cette règle existe à la base? Pour empêcher un remplaçant de stopper cyniquement une contre-attaque qui passerait près de la ligne de touche. Mais là, le ballon était mort. Il n'y avait aucun avantage stratégique. Donc, appliquer la sanction maximale ici, ça montre quoi? Que le corps arbitral qui subit la pression d'en haut privilégie le respect dogmatique de la lettre au lieu de comprendre l'esprit du jeu. Ça tue complètement la dynamique.
Et la dynamique, pour en rajouter une couche, elle est aussi flinguée par les conditions de diffusion aberrantes. Les retours de la communauté sont unanimes là-dessus. L'hypocrisie totale. Mais oui, d'un côté, le DFB interdit formellement aux commentateurs des clubs de citer leurs propres sponsors locaux à l'antenne. T'as pas le droit de remercier la boîte de construction du coin qui a payé le bus. Mais d'un autre côté, la plateforme partenaire, Sport Deutschland, Elle se gêne pas pour insérer des coupures publicitaires sauvages au beau milieu d'une action décisive. C'est hallucinant. sans parler des caméras automatisées qu'on impose aux clubs. Ah oui, les fameuses caméras d'angle de mauvaise qualité qui ruinent complètement la lisibilité des schémas tactiques. C'est le paroxysme du paradoxe qu'on décortique aujourd'hui. L'administration impose des interdictions commerciales pour faire genre on est un produit professionnel et lisse. Mais l'exécution technologique est catastrophique. Voilà. Le club qui se saigne pour organiser le match est pénalisé, le spectateur n'y voit rien et la plateforme tierce empoche les revenus publicitaires. C'est pour ça que plonger dans les coulisses du futsal allemand, c'est tellement révélateur. En lisant ces sources, on comprend vite qu'on ne parle pas juste d'un ballon sur un parquet. Non, c'est un vrai microcosme de la résistance culturelle. C'est l'histoire universelle des sous-cultures qui luttent contre l'establishment. On a des entraîneurs qui pondent des schémas de niveau universitaire avec des budgets ridicules. On a des programmes dans les prisons qui sauvent des vies grâce aux règles du jeu. Et en face, on a une bureaucratie qui préfère isoler tout ça derrière un mur payant plutôt que d'embrasser son potentiel populaire. C'est tragique. Mais la vitalité à la base reste indiscutable. L'intensité des playoffs, la fidélité des petites communautés, la pureté de la tactique, tout ça existe et c'est important de le dire malgré le système et non grâce à lui. Ce qui nous ramène inévitablement à notre métaphore du début, le groupe de musique indépendant. Exactement. Après avoir analysé tout ce gouffre entre le terrain et les bureaux, ça soulève une question fondamentale. Qu'est-ce qui se passerait si les acteurs du futsal arrêtaient tout simplement de frapper à la porte du grand frère traditionnel ? C'est une question très provocatrice, mais tellement pertinente. Si, au lieu de s'épuiser à mendier des miettes de budget ou de créneaux télévisés à la Fédération de football à 11, le futsal décidait de faire sécession. S'assumer pleinement comme un sport rebelle, urbain, avec ses propres codes, ses sponsors alternatifs et ses circuits de diffusion indépendants. Arrêtez de vouloir être le petit football. Voilà, devenir le futsal de manière brute et sans compromis. Est-ce que ce ne serait pas ça, au final, la seule vraie clé pour briser ce plafond de verre institutionnel ? C'est sur cette perspective radicale que l'on va laisser ceux qui nous écoutent méditer aujourd'hui.